Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril 2026. Notre cher ami, notre frère, Scott Ritter, est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Scott, laissez-moi commencer par ce que Donald Trump vient de publier il y a quelques instants. Il parle du nouveau président iranien qui demande un cessez-le-feu, demandant à Donald Trump et à son administration un cessez-le-feu, ce qui, jusqu'à présent, a été rejeté par le gouvernement iranien, du moins d'après ce que j'ai vu dans les médias persans. Et même dans la dernière interview que le ministre iranien des Affaires étrangères a donnée hier sur Al Jazeera, voici ce qu'il a déclaré. C'est en cours, mais votre remarque est juste. Nous n'avons aucune bonne expérience de négociation avec les États-Unis. Par le passé, nous avons négocié et conclu un accord pour que les États-Unis s'en retirent sans raison, à 2 reprises, plus récemment cette année et l'année dernière. Nous avons négocié, le résultat a été leur agression et leur attaque. Il n'y a aucune confiance dans le fait que des négociations avec les États-Unis puissent aboutir à des résultats. La confiance est à 0. Chaque fois qu'ils présentent une proposition de négociation, la première question que nous devons examiner est leur honnêteté, et nous n'en voyons aucune. Il n'y a pas de confiance. Et pour instaurer la confiance, des mesures importantes doivent être prises. Que la République islamique décide de le faire ou non est une autre question. Mais en réponse à toute proposition, la question est de savoir quel niveau de confiance existe. À l'heure actuelle, il n'y en a aucune. Il semble, Scott, qu'aujourd'hui Donald Trump va prendre la parole et s'adresser à la nation. Il se concentre essentiellement sur la guerre au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis. C'est assez étonnant de voir qu'Israël est désormais en arrière-plan. Il n'est plus en première ligne. Quelle est ta compréhension de ces nouvelles escalades? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il pourrait essayer d'envahir l'Iran par le sud ce week-end. Quelle est ta lecture de la situation? At-il un executor, Matt? Non, je l'ai fait. Nous n'allons envahir nulle part. Pas avec 10 000 soldats, d'accord? Nous pouvons faire un raid. Peut-être qu'on peut entrer, faire certaines choses, ressortir. Peut-être. On pourrait s'en tirer. Mais nous n'envahissons rien. C'est de la pure stupidité. Les gens qui parlent d'invasion ne l'ont jamais fait. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent rien à l'armée, à la guerre, à la logistique. 2 équipes de débarquement de bataillons de marine, Plage Rouge 1 et Plage Rouge 2. Super. Nous sommes entrés, avons avancé de 500 mètres. Maintenant, il faut s'arrêter. Où est l'échelon de relève? Ah, il n'y en a pas. Donc, vous êtes un peu coincé là où vous êtes en ce moment. Ouais. Ce n'est pas vraiment une tête de pont, hein? Non. 500 marines, c'est pas beaucoup de marines. Il y en a 4000 en tout. Ouais, mais la plupart sont dans la logistique ou l'aviation. Les vrais soldats au sol, les compagnies de fusiliers, c'est autre chose. C'est stupide. Quiconque parle d'une invasion terrestre ne sait littéralement pas de quoi il parle. Il pourrait y avoir un raid, mais on ne va pas tenir un territoire avec 10 000 personnes. Et comme je l'ai dit, il n'y a que 4000 marines déployées dans la région. Et la moitié ne sont pas des troupes de combat. La moitié, tu vois, ce sont des aviateurs qui restent avec les avions. Il semble qu'ils en aient plus de 10 000. Ils parlent de 50 000 soldats. Comment vas-tu éloigner 50 000 soldats? D'où vont-ils venir? Je ne sais pas. Ils ne viennent encore de nulle part. Ils ne sont pas là. Et encore une fois, ce ne sont pas des soldats. Nous avons beaucoup d'aviateurs. As-tu regardé les gars qui sont morts lors de cette première attaque de drone? Ce n'étaient pas des troupes de combat de première ligne. C'étaient des réservistes bedonnants.
Je veux dire, je ne me moque pas d'eux. Je suis désolé qu'ils soient morts. Mais tu sais, ce n'était pas la pointe de la lance. Ce ne sont pas des types qui ont passé leur temps à faire des pompes, des tractions, à courir et à randonner avec des sacs de 20, 40 ou 50 kilos, à trimballer des obus de mortier et des plaques de base. Non, ils savent pas faire ça. Ils étaient assis dans un bunker et ils se sont fait tuer. La grande majorité des gens sur le terrain sont simplement cela, des troupes de soutien, des troupes logistiques. Il n'y a pas de troupes de combat. Et les troupes de combat, vous savez, elles ont besoin de durabilité. Cela veut dire qu'il faut que nous soyons très très clairs là-dessus, nous improvisons au fur et à mesure. Nous n'avons pas de plan. Si nous en avions un, les marines auraient déjà été déployés en première ligne. Tout cela est réactif. Si nous avions un plan, les parachutistes seraient déjà sur le théâtre d'opération, prêts à foncer. Si nous avions un plan, les Rangers et la Delta seraient déjà sur le terrain en train de faire leur travail. Tout cela n'est qu'une réaction, parce que nous pensions que nous allions gagner cette guerre aussi vite. Nous pensions qu'il suffirait de larguer quelques bombes, de tuer l'ayatollah et que le régime tomberait. Regardez la stupidité de ce président. Le nouveau président de l'Iran, c'est le même président, le même type, celui à qui j'ai parlé en septembre avant la guerre. Ce n'est pas un nouveau président. Ce n'est pas un nouveau leadership. C'est le même fichu leadership. En Irak, c'est le même ministre des Affaires étrangères. Oui, ils ont tué des gens, mais ils ont été remplacés. C'est ce qui arrive quand on a un système. Et tu sais, ce que tous les Iraniens ont dit, c'est qu'ils ne cherchent pas un cessez-le-feu. Ils veulent que la guerre se termine et s'assurer qu'il n'y en ait pas une autre. Et si ces conditions pouvaient être remplies, ils seraient prêts à arrêter la guerre. Mais d'ici là, non, ils vont continuer, persévérer. Et j'ai adoré toutes ces personnes qui suivaient les tirs de missiles. Ils en ont lancé tant le premier jour. Regarde, ça diminue. Ils n'ont plus rien. La nuit dernière, boum, les Iraniens ont répondu « Ouais, prends ça et crève ». Et ils vont simplement continuer comme ça. Les Iraniens préparent cela depuis 20 ans. Il n'y a rien de réactif chez les Iraniens. Ils agissent selon un plan. C'est nous qui réagissons à celui-ci. Il n'y aura pas d'invasion terrestre. Cela n'arrivera tout simplement pas. Comme je l'ai dit, il pourrait y avoir un raid. Mais encore une fois, un raid pour accomplir quoi? Ayant planifié un raid majeur pendant la guerre d'Irak et la guerre du Golfe, et l'ayant défendu devant le commandant du corps des marines, ainsi qu'un panel de généraux 4 et 3 étoiles, j'ai dû répondre à de nombreuses questions sur le rapport entre le risque et le gain. Je veux dire, essayons-nous simplement de prouver que le La-25, qui à l'époque était relativement nouveau, peut être inséré par hélicoptère, se déplacer, tirer un peu partout, puis se retirer. Parce que si c'est de ça qu'il s'agit, on n'est pas vraiment ravis. Il y a des marines là-bas. Ils peuvent mourir. Il faut qu'il y ait une raison pour ce raid. Si tu pouvais sécuriser l'uranium enrichi à 60% avec un raid, entrée, opération, sortie, quelque chose comme ça, ce serait une raison. L'île de Karg. On ne va pas occuper l'île de Karg. On ne va même pas la prendre. Mais même si on le faisait, quelqu'un a-t-il regardé une carte? Tu vois où se trouve l'Iran? Tu comprends que l'île de Karg est basse et plate et qu'elle sera rasée. Les Iraniens savent tout à son sujet. Nous, on ne sait rien. Non, ce serait un combat à mort. Ce serait stupide. Ouais, ce président est plus bête que tout. Je veux dire, je crois que les Iraniens l'ont dit mieux que quiconque. Il négocie avec lui-même. Il négocie avec lui-même. Il invente des choses. C'est beaucoup de pensées magiques. Chaque fois qu'il s'agit des Iraniens. D'abord, les Iraniens ont clairement indiqué qu'ils ne négocieraient pas avec les États-Unis. Cela n'arrivera tout simplement pas. Alors il fait appel à l'Égypte, au Pakistan, à la Turquie et peut-être à d'autres
pour tenter de contacter les Iraniens. Et si les Iraniens répondent à l'appel, le président dit, vous voyez, ils négocient avec nous. Non, c'est pas le cas. Ils ont simplement pris un appel des Pakistanais. Et ce qu'ils ont dit aux Pakistanais, c'est « dites aux Américains d'aller se faire voir ». Vous savez, Trump ne veut pas entendre ça. Cet homme vit dans un monde imaginaire. Il va essayer, il a besoin de créer les conditions qui lui permettront de dire « j'ai gagné la guerre ». Les Iraniens ne vont pas jouer à ce jeu. Ils ne se soucient pas de la politique intérieure américaine. Ce qui les préoccupe, c'est de mettre fin à cette guerre pour qu'il n'y en ait plus jamais d'autre. Cela signifie qu'Israël ne peut plus continuer à faire ce qu'il fait et que les États-Unis ne peuvent plus continuer à faire ce qu'ils font. Et cela exige que les États arabes du Golfe soient brisés, totalement brisés. Brisés au point qu'ils ne considèrent plus les États-Unis comme leurs sauveurs, qu'ils comprennent qu'ils doivent vivre dans cette région en paix et en harmonie avec les Iraniens, ce qui implique qu'ils doivent commencer à traiter les Iraniens avec respect. Cela pourrait nécessiter un changement de régime dans les États arabes du Golfe, en particulier aux Émirats arabes unis. Il est peut-être temps pour cette famille de dire adieu. Peut-être au Koweït. Au revoir. Tout est possible. Ce ne sont pas des régimes élus par le peuple. Ce sont des monarchies installées par les Britanniques. Donc ce n'est pas comme si, tu vois, ces gens avaient gagné leur droit d'être là. On le leur a donné. Et ensuite, ils restent assis sur leur pétrole, construisent d'immenses palais et mènent cette vie pompeuse et luxueuse, où grâce à la quantité d'argent qu'ils peuvent jeter sur un problème donné, ils ont réussi à résoudre la plupart des problèmes. Eh bien, le problème iranien, vous ne le résolvez pas très bien. Et je pense qu'ils vont être brisés. Les États-Unis sont déjà brisés. Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de solution pour le détroit d'Ormuz. Et cela ne fera qu'empirer. Les Iraniens ont toutes les cartes en main. Alors, vous savez, Donald Trump vit dans un monde imaginaire parce qu'il ne peut pas admettre qu'il a commis une erreur. Il ne peut pas admettre que Pete Hegseth, le pire secrétaire à la défense de toute l'histoire des secrétaires à la défense, lui a menti, l'a induit en erreur. Et il a besoin de créer ce récit selon lequel je suis le héros conquérant et grâce à mon action décisive, de grandes choses se sont produites. Les Iraniens ne vont pas, enfin, je veux dire, le plus triste, c'est que nous avions un accord. Et maintenant, nous ne l'avons plus. Maintenant, il y a des discussions, et c'est ce qui me rend plutôt optimiste. Si jamais il s'avère que les Iraniens ont dit qu'ils pourraient être disposés à laisser les Russes jouer le rôle de médiateur, c'est ce que je défends depuis le début. C'est ce que j'ai défendu quand je suis allé en Russie. Je suis allé en Russie et j'ai fait autant de bruit que possible pour inciter les Russes à agir comme médiateurs, parce que c'est la solution. Une médiation russe pourrait résoudre beaucoup de problèmes, car cela permettrait à Trump de faire un peu de mise en scène et tout le reste. Mais tu sais, il est encore tôt. Au final, le résultat doit être le retrait des États-Unis du Moyen-Orient et l'acceptation par Israël d'un État palestinien. Et il faut des garanties de sécurité internationale. J'ai toujours trouvé intéressant que les Ukrainiens disent « nous avons besoin de garanties de sécurité ». Eh bien, je pense que le monde arabe a besoin de garanties de sécurité contre Israël. Israël ne peut pas être autorisé à conserver le même type d'armée qu'il a actuellement, il n'en a pas le droit. Il ne peut pas être autorisé à sortir et à bombarder tout le monde. Ils ont bombardé 5 pays la semaine dernière. Franchement, il faut arrêter. Même s'ils bombardent la Syrie et que Ben Gourion parle d'assassiner, tu sais, le HTS en Syrie. Tu sais, c'est incroyable, Scott. Quand il s'agit de la guerre, tu as mentionné que ce serait, s'ils attaquent, un raid sur le pouvoir. Quel en serait le résultat?
De quoi ont-ils besoin? Je ne suis pas totalement sûr, mais je crois vraiment qu'ils ne peuvent rien accomplir s'ils s'en prennent à ces 400 kg d'uranium enrichi. Ils ne vont pas les trouver. Ils ne vont rien faire de ce genre, tu sais, les saisir, ou quoi que ce soit. Mais je ne peux pas imaginer les Iraniens dire « Très bien, nous avons 406 kg d'hexafluorure d'uranium enrichi à 6%. Plaçons-le dans une installation légèrement gardée près de la côte du golfe Persique et laissons-le là pour que les Américains puissent venir lancer un raid et le prendre. » Je pense que c'est bien plus à l'intérieur de l'Iran, dans une montagne, ce qui signifie que le raid devrait pénétrer profondément dans l'espace aérien iranien. Il serait abattu en route. Ensuite, on se retrouverait dans une situation à la Black Hawk Down. Vous savez, un hélicoptère s'écrase, nous avons des hommes au sol, des survivants, les Iraniens qui se rapprochent, l'appui aérien rapproché est appelé, d'autres hélicoptères partent, d'autres appareils s'écrasent. Et maintenant, tout est enlisé avant même d'avoir commencé, parce que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on envoyait les C-47. 3 d'entre eux étaient abattus. C'est triste. Tant pis, je n'aimerais pas être à leur place. Mais on continuait. Non, aujourd'hui c'est l'époque moderne. Un hélicoptère s'écrase. Il faut lancer une opération de recherche et de sauvetage au combat. Il faut envoyer des hommes au sol. Il faut rejouer tout le scénario de Black Hawk Down. On ne laisse personne derrière. Et ensuite, tout le monde meurt. Si nous menons un raid en Iran, ma prédiction est que toute la force d'assaut sera anéantie, parce que nous y allons. Encore une fois, ce n'est pas soigneusement planifié. Tout ce qui est fait ici l'est pour des raisons politiques, pas pour des raisons militaires légitimes. Il n'y a aucune raison de s'en prendre aux 450 ou 460 kg d'hexafluorure d'uranium. Absolument aucune. Nous avions un accord selon lequel ils allaient nous le remettre. Mon conseil au président serait « Faites tout ce que vous pouvez pour remettre cet accord sur la table, quoi qu'il en coûte, y compris en sortant du Moyen-Orient. Dites aux Iraniens « Nous allons nous retirer du Moyen-Orient, mais vous devez remettre ces 450 kg d'hexafluorure d'uranium. » Et c'est là que les Russes peuvent intervenir. Les Russes peuvent gérer cela, la levée des sanctions et ce genre de choses. Je pense que les Iraniens accepteraient de le céder. Cela ne leur a causé que des ennuis, que des problèmes. Et vous savez, ce que je dirais aux Iraniens, c'est « Nous quitterons les bases et nous travaillerons avec les Israéliens pour changer les comportements. Mais nous avons besoin que vous rameniez cet accord qui était sur la table. Vous fermez définitivement la porte à votre potentiel de développement d'armes nucléaires. C'est comme ça. Vous allez signer un accord stipulant que vous ne pourrez jamais construire d'armes nucléaires. Vous serez définitivement limité à de l'uranium enrichi à 3,75%, soigneusement surveillé, etc. Voilà. Et je pense que l'Iran le ferait, mais pas avec les Américains en train de dicter les conditions. Je ne pense vraiment pas qu'ils vont le faire. À mon avis, cette époque est révolue. Je ne le crois tout simplement pas. Il faut comprendre ce qui se passe en Iran en ce moment. Je sais très bien ce qui se passe en Iran. Et je sais que le peuple iranien a dit qu'il déchirerait le président s'il négociait avec les États-Unis. Mais maintenant, les Russes arrivent. Et si les Russes s'assoient avec vous et disent « D'accord, bande d'idiots, parce que vous êtes idiots en ce moment, vous êtes en train de vous faire détruire. Oui, vous êtes durs, vraiment durs. Nous sommes tellement impressionnés. Mon Dieu, je suis tellement impressionné par votre dureté. Mais vous dites que vous vous souciez de votre peuple. Ils sont sur le point de subir des dommages permanents à leur infrastructure. Des dommages permanents. Vous ne vous en remettrez jamais. Jamais. D'accord? Alors maintenant, vous pouvez rester là et dire « Oh mon Dieu, nous sommes les chiites. Oh super, nous sommes si bons.
Karbala, 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 Karbala. Waouh, c'est stupide. Et si on parlait de lever les sanctions? Et si on parlait d'obtenir la levée des sanctions, de vous réengager pleinement? Ils n'en veulent plus, Scott. Bien sûr que si, Nima. Bien sûr qu'ils le veulent. Ils en ont besoin. Oui, je sais. La priorité, ce ne sont pas les sanctions en ce moment. La priorité a changé parce qu'ils parlent d'Israël. Parce qu'ils parlent d'Israël. Quelle est leur priorité en ce qui concerne Israël? Oui, Israël that Maris. Détruit, l'Iran n'a pas le droit de prendre cette décision. Oui, mais Israël. En ce moment, le problème, c'est Israël, Scott. Tant qu'Israël possède des armes nucléaires, ces armes nucléaires. Nima, c'est du fantasme. C'est un délire de cocaïnomane. Si tu penses que l'Iran a le levier nécessaire pour amener Israël à abandonner ses armes nucléaires comme ça, tu planes complètement. Tu sais comment Israël abandonnera ses armes nucléaires? Sur l'Iran. C'est pas ça mon propos. Ce n'est pas ce que je veux dire en parlant de forcer Israël. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'Israël garde ses armes nucléaires sur son territoire et continue d'évoquer l'option Samson, il est impossible d'avoir une quelconque forme d'équilibre. Israël n'a jamais parlé de l'option Samson. Israël n'a jamais évoqué l'option Samson. Ils n'en ont parlé qu'indirectement. Leur ministre a dit cela à propos de Gaza. Ils ont dit d'utiliser des armes nucléaires contre les Gazaouis. Les Gazaouis n'ont rien. C'est un ministre qui renifle de la cocaïne, complètement défoncé, assis là à dire des absurdités. Trouvez-moi la déclaration officielle du gouvernement israélien affirmant qu'il va larguer des armes nucléaires sur Gaza. Parce que nous avons des Américains qui ont dit la même chose, et ce sont juste des idiots, des crétins qui respirent par la bouche. Bon, passons aux politiques officielles du gouvernement israélien. Il existe un protocole officiel entre Israël et les États-Unis concernant l'usage des armes nucléaires. Et Israël ne violera pas ce protocole. Je ne pense vraiment pas que l'Iran accepterait ça. Le pire est arrivé, Scott. Non, le pire n'est pas arrivé. Ouais, non, rien. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils veulent utiliser des bombes nucléaires. Qu'ils y aillent, qu'ils les utilisent. Et ensuite? Alors, à quel point tu dures quand tu meurs de la maladie des radiations? Ils vont voir ce qu'ils ont. Ils vont voir, Scott. Je pense qu'ils doivent comprendre cela. Les Iraniens vont dévoiler leurs 3 armes nucléaires de 15 kilotonnes qu'ils ont réussi à assembler. Youpi! Je dis que je pense qu'ils savent comment réagir à cela. Et c'est pas seulement mon opinion personnelle, car j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux quand j'étais en Iran. Je connais le reste des gens. Ils ont demandé quoi? Les décideurs ou le peuple? Je parle des décideurs. Je ne parle pas de ça. Tu es en train de me dire là tout de suite que les décideurs en Iran n'accepteront pas. Parce que d'abord, ce que tu dis ne correspond pas à ce que dit le gouvernement iranien. Le gouvernement iranien dit que si les États-Unis quittent le Moyen-Orient et si Israël, s'il y a des mécanismes de contrôle et d'équilibre du comportement de l'Iran, ils n'ont jamais mentionné les armes nucléaires d'Israël comme condition préalable. C'est ton interprétation. Ils ne l'ont jamais mentionné. Ce que je pense être la politique officielle, c'est que l'Iran maintient ce niveau d'enrichissement. Ils ne vont pas y renoncer, car ils veulent être prêts face à Israël. Si Israël décide d'attaquer l'Iran avec des armes nucléaires, ils veulent être en mesure de riposter. C'est tout le concept. Ce que j'ai appris, ce n'est pas mon opinion. Je ne parle pas de mon propre point de vue. C'est parce que j'ai discuté avec bon nombre de ces décideurs en Iran.
Ils ont dit qu'ils étaient prêts jusqu'au bout. Ils ont précisé que jusqu'au bout signifiait l'usage d'armes nucléaires. Ils s'y sont préparés. Je veux dire, il n'y a rien que tu puisses faire. C'est comme regarder une personne dans l'océan. Seuls les Russes peuvent te sauver la peau. C'est ta seule chance. Parce que sinon, tu vas juste obtenir. Tu sais, Scott, même Medvedev a dit ça il y a 2 jours. Il a dit que l'issue de cette guerre serait le retrait de l'Iran du TNP et sa transformation en puissance nucléaire, possédant des bombes atomiques. Et il a dit ça. Quand quelqu'un comme Medvedev dit une chose pareille, ça veut dire quelque chose. Cela ne veut pas dire que son évaluation de ce qui se passe en Iran, c'est la seule évaluation qui compte. Est-ce que Poutine l'a dit? Non. Ne me parle pas de Medvedev. Ne me parle pas de Karaganov. Ne me parle pas de... Oui, quand il s'agit de la Russie, Scott, quand il s'agit de la Russie, nous devons comprendre ce qui se passe contre la Russie et l'Iran, parce que je pense qu'ils mènent la même guerre. Ce que la Russie combat et ce que l'Iran combat, c'est la même chose. C'est la même chose. Les mêmes personnes, d'ailleurs. Les mêmes personnes. Les personnes qui se trouvent en Ukraine sont les mêmes que celles qui se trouvent en Israël. Elles ne mènent pas la même guerre, Nima, parce que la Russie n'est pas prête à se suicider. L'Iran, apparemment, selon toi, ce n'est pas la même guerre. L'une est une approche rationnelle visant à atteindre des objectifs clairement définis. L'approche russe, mettre fin à la guerre. J'aimerais qu'il en soit de même pour l'Iran. Mais si l'Iran dit « nous sommes prêts à mourir et à nous suicider », alors le suicide iranien signifie la destruction de l'économie mondiale. Et la Russie n'est pas dans cette logique. Je peux te le garantir, la Russie n'est pas dans cette logique. La Russie ne cherche pas à mourir avec l'Iran. Elle n'est pas prête à lui tenir la main pour mourir avec elle. Ils ne sont pas là pour ruiner toute l'économie. Les Russes sont là pour trouver une voie vers la paix. C'est garanti. Oui, mais ils n'essaient pas de détruire l'économie russe ou l'économie chinoise, parce qu'ils sont considérés, jusqu'à présent dans le détroit d'Ormuz, tous ces pétroliers chinois et même indiens, voire pakistanais, traversaient le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas ça, le problème du monde. Parce qu'ils paient de l'argent. Oui, ils payent. Exactement. Ils ne ciblent pas ces pays parce qu'ils les considèrent comme amicaux. Le problème, c'est de savoir comment faire pression sur les États-Unis, pas sur la Chine ou la Russie. Et ces pays comprennent ce qui se passe, surtout dans le cas du détroit d'Ormuz. Parce qu'en ce moment, le principal problème, tu sais, avant que cette guerre ne commence, Donald Trump ne parlait que des armes nucléaires et du programme nucléaire. En ce moment, sa priorité principale, c'est le détroit d'Ormuz. Oui, bien sûr que c'est le cas, parce que les Iraniens, c'est votre atout maître. Mais encore une fois, considérez-vous Donald Trump comme l'acteur irrationnel ou simplement comme un acteur irrationnel? Je ne considère pas Donald Trump comme un acteur rationnel. Je ne le vois plus comme quelqu'un de rationnel. D'accord. Irrationnel. Irrationnel. Il est irrationnel, complètement, à 100% irrationnel. Guidé par l'émotion, non par les faits. Ouais. Très bien. Alors que penses-tu qu'il se passerait si les Iraniens... Écoute, ne te méprends pas. Je pense que les Iraniens font un travail remarquable. Je veux dire, ils ont un plan, ils s'y tiennent, et depuis le premier jour, c'est nous qui réagissons à leurs actions. Tu sais, ils ont toute la séquence de la boucle ODA à leur avantage. C'est eux qui mènent le cycle de prise de décision et tout ce qui va avec. Mais la différence, c'est que, même dans le meilleur des cas pour l'Iran, le meilleur, ils pourraient placer 5 armes nucléaires sur un missile et rayer Israël de la carte. Et ensuite, l'Iran cesserait d'exister. J'espère que l'Iran comprend cela.
Tout le monde dit « Nous sommes prêts ». Vous ne savez pas à quoi vous êtes prêts, parce que la vie prendrait fin pour tout le monde. Les États-Unis interviendraient, ce ne seraient pas les armes nucléaires israéliennes, mais les nôtres. Et les nôtres sont bien plus puissantes. Tu veux voir ce qui arriverait à 20 millions de personnes à Téhéran? Tu sais ce qu'une bombe d'un mégatonne ferait à Téhéran? Elle l'anéantirait. Pourquoi les États-Unis feraient-ils cela? Et si l'Iran utilisait des armes nucléaires contre Israël? Oui. Non. Je parle de la raison pour laquelle les États-Unis utiliseraient des armes nucléaires contre l'Iran. Est-ce à cause d'Israël ou à cause des États-Unis? Parce que Donald Trump est un acteur irrationnel qui en fait plus que quiconque. Supposons que son principal objectif soit de ne pas être battu par l'Iran. Donc, tu penses qu'il va passer au nucléaire simplement parce qu'il ne veut pas être battu par l'Iran? Je pense que Donald Trump comprend. Après tout, Scott, jusqu'à présent, Donald Trump a essayé de provoquer un changement de régime. L'objectif principal, selon moi, était le changement de régime. Ce n'était pas une opération militaire. Si cela avait été une opération militaire, il se serait préparé à la guerre. Ils n'étaient pas préparés à cette guerre. Ils ont été trompés par le Mossad, je pense, essentiellement, et par certaines personnes de la CIA qui leur ont dit qu'ils pouvaient provoquer un changement de régime. Tu te souviens, toi et moi en avons déjà parlé. Tu avais dit que s'ils y allaient, ce serait une opération de changement de régime. Mais c'était une illusion, je pense, vendue par le Mossad. Eh bien, vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du changement de régime. J'ai dit que ce serait une opération de changement de régime. C'est la seule façon dont ils pouvaient le faire, compte tenu de leur capacité militaire limitée. J'ai dit que la seule manière pour nous d'y parvenir serait par un changement de régime qui ferait s'effondrer l'Iran avant que leurs missiles ne puissent être pleinement engagés. Mais j'ai aussi dit qu'on ne peut pas initier un changement de régime sans certitude quant aux résultats. Et cela signifie que les Israéliens doivent avoir totalement infiltré l'endroit, que les États-Unis doivent l'avoir totalement infiltré et que nous devons y aller et accomplir la mission. Je veux dire, de manière générale, un véritable changement de régime ne consiste pas à tuer le guide suprême. Le changement de régime, c'est la suppression de l'ensemble de l'establishment. Et si vous pouviez faire cela, alors vous pourriez lancer cette action. Je pense qu'il est clair qu'ils ne pouvaient pas le faire, qu'ils agissaient sous l'impression que tuer Ali Khamenei permettrait d'atteindre l'objectif. C'est la simplicité de Donald Trump. Et j'en rends responsable le Iran Mission Center. Ils n'ont plus le Iran Mission Center aujourd'hui, mais la division du Proche-Orient de la CIA. Ils doivent savoir. Je veux dire, ils doivent connaître la vérité sur l'Iran. Je dis qu'ils doivent, parce que la CIA ne connaît même pas la vérité sur la Russie aujourd'hui. Donc vous savez, il est clair que la CIA peut finir par croire à sa propre propagande. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que l'une des choses qui se sont produites en Iran, c'est que nous avons commencé, si vous remontez dans l'histoire, il y avait un type, Steve Richter. Le bon vieux Steve Richter, mon vieil ami qui me déteste. Il s'occupait du changement de régime en Irak, mais il a aussi travaillé sur l'Iran. Il y a eu une époque, je ne sais plus, peut-être dans les années 1980 ou au début des années 1990, où nous avions besoin de renseignements. Nous disposions d'un réseau de personnes remontant à l'époque du Shah. Tous les agents restaient sur place. Ils étaient là, nous les avions tous, et ils faisaient leurs rapports. Puis l'ordre est tombé. Il fallait augmenter les rapports sur l'Iran. Steve Richter et son équipe menaient une opération postale où ils envoyaient essentiellement des lettres à Munich. On peut faire ça de temps en temps. Vous avez 5000 envois qui partent aujourd'hui. 3 lettres pour Munich. Cela ne fait pas monter le niveau d'alerte. C'est normal.
Normalement, la CIA aurait réfléchi à tout cela. Vous testez le système postal, vous voyez ce qu'il déclenche, puis vous maintenez ce processus. Vous faites circuler ces lettres avec l'écriture secrète et tout le reste. On a dit à Richter, redouble d'efforts. Alors, Richter a essentiellement dit à tout le monde, commencez simplement à envoyer des lettres. Et ce qui s'est passé, c'est que soudainement, le courrier à destination de Munich a fortement augmenté. Et les Iraniens se sont dit, ils ont intercepté le courrier, frappé aux portes, arrêté des gens, ouvert les lettres, trouvé l'écriture secrète, les ont interrogés, découvert le matériel d'écriture secrète, et ils ont démantelé tout le réseau. Nous avons perdu tout le monde en Iran en un rien de temps. Nous avons essayé de le reconstruire par un recrutement rapide. Cela se passait dans les années 2000, à l'époque où toutes ces personnes voyageaient à travers le monde. Tous ces, vous savez, professeurs et scientifiques, allant à telle ou telle conférence. Nous sommes entrés là-dedans et avons fait ce que nous faisons. Parfois, ça ne marchait pas. Parfois, si. Tu sais, les saouler, les mettre avec une prostituée, prendre des photos, les confronter à la réalité que leur vie de famille est finie, qu'ils seront tués en rentrant en Iran. Et alors, ils commencent à se retourner pour toi. Donc, on les a tous eus là-dedans. Mais à ce moment-là, on communiquait via Gmail, l'ancien compte Gmail de la CIA. Et tu sais, j'ai oublié qui a eu l'idée. Je ne me souviens plus si ce sont les Iraniens qui ont découvert le truc en premier et l'ont ensuite donné aux Russes, qui l'ont ensuite transmis aux Chinois, ou si ce sont les Russes qui l'ont eu d'abord. En fin de compte, quelqu'un a fini par comprendre. Et donc la deuxième vague de recrutement a disparu, ce qui signifie que nous dépendons désormais totalement d'Israël. Israël, bien sûr, a travaillé avec les Kurdes, avec les Mossadeq et avec d'autres. Donc maintenant, Israël fait son truc. Les Israéliens, vous savez, ils assassinent des scientifiques, ils installent des virus pour faire exploser des choses. Ils font tout sauter et ils disent « Nous sommes les Israéliens, nous sommes tellement bons, nous sommes incroyables, nous avons même mené un raid sur ces archives et emporté tous ces documents. » Alors qu'en réalité, non. Vous voyez, tout ce genre de choses. Alors, la CIA a dit, eh bien, plutôt que de faire une troisième vague de recrutement, nous allons simplement nous appuyer sur les Israéliens et nous greffer à leur opération. Et donc, les Israéliens leur disent, vous savez, nous avons infiltré 5000 Starlink, nous avons ces cellules, nous avons des gens dans chaque ville, nous faisons ceci, nous avons cela. La CIA dit, waouh, vous êtes vraiment bon. Alors quand nous tuerons Ali Khamenei, vous serez capable de faire descendre les gens dans la rue? Le Mossad répond, oui, on gère, nous sommes bons, nous sommes le Mossad. Et la CIA a trouvé ça génial. Et ils sont allés dire au président que tout cela allait se produire. Le président a appelé Netanyahou et les gens ont dit, oui, on peut le faire. Et ils ont avancé. On ne part jamais, jamais, jamais en guerre sur la base du renseignement d'un autre pays. Jamais. Parce que ce service de renseignement ne travaille pas pour vous. Ils n'agissent pas dans votre intérêt, mais dans celui de leur gouvernement. Et les Israéliens ont toujours voulu que les États-Unis fassent exactement ce qu'ils font en ce moment. Ce n'est pas un fantasme israélien. Voir l'Amérique larguer des bombes sur l'Iran, c'est ce qu'ils souhaitent depuis 20 ans. Donald Trump l'a réalisé, mais il a été conduit sur cette voie par une CIA qui s'est fait manipuler. C'est le vieux discours du genre « les Israéliens sont tellement bons qu'ils ne peuvent rien faire de mal ». Oh, on sait bien que l'Iran est une cible difficile, mais les Israéliens ont des agents sur place. Mec, le Mossad est vraiment doué. Ils sont vraiment impressionnants. Eh bien, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas parfaits. Ils font beaucoup d'erreurs. Et ce qu'il faut savoir à propos des Iraniens, c'est qu'ils ne sont pas une cible typique
à mon avis. Je veux dire, chaque société a ses faiblesses. Chaque société a ses individus imparfaits. Et ces personnes sont susceptibles d'être recrutées et de trahir leur pays. Mais c'est là que je pense que l'Occident s'est trompé. Et c'est là que je pense que vous avez en réalité une meilleure compréhension que moi et que d'autres. Le peuple iranien croit en la République islamique. Il ne la considère peut-être pas comme parfaite. Il souhaite une vie meilleure. Il pense peut-être même que certains des ayatollahs sont corrompus et devraient être remplacés. Mais le concept de république islamique, où la religion occupe une place importante dans la vie quotidienne, ce n'est pas une illusion pour eux. Ce n'est pas imposé. C'est ce qu'ils veulent, et ils l'ont. Et puis il y a aussi la notion de fierté perse. Je veux dire, nous parlons de gens qui connaissent leur histoire, leur culture, leurs origines. Il y a beaucoup de fierté en Iran, et ils ne vont pas se laisser vendre. Donc, l'idée que nous pourrions y aller et les acheter, la solution vénézuélienne. Vous voyez, c'est l'autre aspect, car Trump s'est vu dire par la CIA, nous pouvons acheter toute la direction vénézuélienne. Et je pense qu'on lui a dit que nous pouvions acheter toute la direction iranienne. C'est l'un des échecs d'analyse les plus intéressants, ce que nous avons fait avec les gardiens de la Révolution. Tu te souviens de Rafsanjani à la fin de la guerre Iran-Irak, cherchant à reconstruire l'Iran et aussi à comprendre, politiquement, que faire des gardiens de la Révolution. Ces radicaux disaient « Nous voulons y aller, nous voulons faire tout ça ». Il les a orientés vers les affaires, les a fait entrer dans le secteur économique et ils ont commencé à diriger des entreprises. Et nous avons dit « c'est de la corruption », alors qu'en réalité, ils faisaient du bon business. Ils construisaient réellement des choses. Ils produisaient des choses. Ils créaient une économie dynamique. Mais nous avons appelé cela de la corruption. Nous avons donc dit que le commandement des gardiens de la Révolution était intrinsèquement corrompu. Et vous savez, quand on a affaire à des gens corrompus, on peut les acheter, sauf qu'ils ne l'étaient pas. Je veux dire, y avait-il quelques exemples de corruption? Bien sûr. L'argent tente tout le monde. Mais dans l'ensemble, le fait que les gardiens de la révolution islamique soient fortement impliqués dans l'économie iranienne n'est pas le signe d'un échec de la société. C'est en réalité le signe d'une réussite sociétale. Et cela a aussi davantage, enfin radicalisé n'est pas le bon mot, mais cela a davantage consolidé l'aspect islamique. Donc, il n'y a pas d'hommes d'affaires laïcs là-bas. Ce sont des gens qui croient en la République islamique qui font des affaires. Il est impossible de les acheter. Impossible de les acheter. Nous nous sommes complètement trompés sur l'Iran. Enfin, toi et moi, non. Je pense que nous avions raison. Mais la CIA, nous, les États-Unis, nous nous sommes totalement trompés. À 110%. Nous étions complètement à côté dans nos évaluations. Et nous ne comprenons toujours pas ce qui s'y passe. Donald Trump ne reçoit toujours pas de briefing qualifié et personne n'a le courage d'aller devant lui pour lui dire la vérité. Tu sais, tu as vu James Webb, ancien secrétaire à la marine sous Ronald Reagan. Son fils est là-bas en train de dire des choses qui à première vue semblent condamner l'attaque. Mais il continue à dire des trucs du genre, tu sais, le régime iranien est ceci, cela et autre chose. Et moi je me dis non, c'est pas ça mec. Tu te trompes. Et ça semble impossible. On ne peut rien dire sur l'Iran sans ajouter, tu sais, le régime des ayatollahs meurtrier et brutal. Mais il n'est pas meurtrier ni brutal. Ils ont un système judiciaire qui est... Enfin, nous, en Amérique, on exécute plus de gens. Je veux dire, on met plus de gens en prison. Où est notre système judiciaire meurtrier et brutal? Tu sais, les Iraniens, eux, ont des peines sévères pour les trafiquants de drogue. Ils ont des sanctions sévères pour les adultères, je suppose. Ils ont des sanctions sévères pour les traîtres. Tu sais,
Est-ce le système judiciaire que je voudrais? Je ne sais pas. Je ne vis pas en Iran. Je ne sais pas quel serait le problème. Que se passerait-il si tu n'avais pas de sanctions sévères contre la drogue? L'Iran verrait-il soudain apparaître un marché noir, florissant de stupéfiants, avec des gens se droguant dans les salons de thé à travers le pays et la société s'effondrant de l'intérieur? Alors peut-être faut-il dissuader cela, parce que tu vis dans un voisinage où l'Afghanistan produit de l'opium et le fait transiter, en essayant de l'introduire sur d'autres marchés. Peut-être as-tu besoin de ce genre de dissuasion. L'adultère. Si vous êtes une république islamique et que vos valeurs morales et familiales constituent la pierre angulaire de la cohésion de votre société, l'adultère est probablement mal vu. On considère que si vous permettez que l'adultère ait lieu, votre société sera minée de l'intérieur et s'effondrera. Car ce qui rend la République islamique forte, c'est la foi chiite. Et la foi chiite repose sur... Enfin, je viens justement de recevoir une leçon des Tchétchènes à ce sujet. Et vous savez, ils ne sont pas chiites, ils sont sunnites, ils sont soufis. Mais encore une fois, toute leur conception de la famille et du rôle que joue l'islam. Le soufisme est d'ailleurs très proche. Le soufisme est très proche du chiisme. Je sais, c'est très mystique. J'ai eu une longue discussion. J'ai eu l'occasion de rencontrer le grand mufti de Tchétchénie. J'ai eu une conversation longue et fascinante avec lui sur le rôle que la Tchétchénie pourrait jouer. Vous savez, les Tchétchènes, ils ont organisé un grand défilé l'autre jour et ils disaient « Vous envahissez l'Iran, nous arrivons. Nous venons combattre aux côtés de l'Iran. » Les Tchétchènes soufis venant se battre avec les Iraniens. Mais le fait est que nous ne comprenons pas ces choses. Nous sommes tellement ignorants. Nous avons laissé l'islamophobie corrompre nos esprits, au point que le seul modèle que nous soyons capables de voir est le wahhabisme, qui est en quelque sorte une invention occidentale à l'origine. Le salafisme est une perversion occidentale de l'islam traditionnel. Vous savez, on peut remonter à... C'était quoi déjà? Je me souviens plus du nom du type qui a vaincu les Mongols, tu sais, en Syrie. Ça commençait par un T, Tarmia ou quelque chose comme ça. Mais il a vaincu les Mongols, puis a essayé de prendre le pouvoir, de dire que c'était lui le chef. Mais il a été rapidement écarté, repoussé. Et c'est un peu devenu le début du wahhabisme. Mais les Britanniques ont permis au wahhabisme de prospérer et d'être exporté. Le fait est que nous ne connaissons pas du tout l'Iran. Et donc je vais dire ceci, je me mets un peu en colère, mais je ne connais pas l'Iran. Donc tu as peut-être raison, entièrement raison, sur ton point. Tu étais en Iran, tu connais la langue et tout ça. Je pense juste que tu fais une erreur si tu crois que la Russie et l'Iran ont les mêmes objectifs. Ce n'est pas le cas. Non, je ne pense pas. Les objectifs de la Russie concernent la Russie. Oui, exactement. Mais les objectifs de la Russie incluent aussi deux choses majeures. Que l'Iran fasse partie intégrante des BRICS et le corridor économique nord-sud permettant à la Russie de relier Saint-Pétersbourg à Chabahar et tout ce qui s'y rattache. Et pour que cela se réalise, la Russie a besoin que l'Iran survive à cette guerre. Et la Russie a besoin que cette guerre prenne fin, une bonne fois pour toutes. Oui, non. Je pense que les Russes sont les meilleurs médiateurs parce qu'ils comprennent ce que veulent les Iraniens. Ils ne veulent pas que cette guerre commence. Ils ne veulent pas qu'Israël largue des bombes à la même époque l'année prochaine, ni dans 5 ans. Ils ne veulent pas que les forces américaines reviennent au Moyen-Orient pour semer des problèmes. Quand cette guerre se termine, elle se termine. C'est tout. Fini. Et ensuite, l'Iran peut se concentrer sur l'économie, en faire la priorité absolue, sur la manière d'intégrer l'Union économique eurasiatique et de faire prospérer les BRICS. Peux-tu imaginer à quel point les BRICS seraient puissants si le potentiel économique de l'Iran était libéré?
Je veux dire, tous ces idiots qui font exploser les aciéries iraniennes, ils n'utilisent tout simplement pas leur cerveau. Tu sais à quelle vitesse la Chine va se précipiter en Iran pour aider à reconstruire ces aciéries quand la guerre sera terminée. L'Iran a un énorme potentiel économique. Un énorme potentiel économique. Et si les sanctions peuvent être levées et qu'il y a une normalisation des relations économiques, l'Iran fera aux États arabes du Golfe ce que la Russie a fait à l'Europe. Je ne vois pas les Iraniens dire « Dubaï est l'endroit où nous voulons placer notre argent ». Je ne vois pas ça arriver. Je vois plutôt les Iraniens dire aux États arabes du Golfe « Vous êtes finis, nous n'aurons rien à faire avec vous. Nous allons devenir la puissance économique. » Cela dépend d'eux. Je pense que cela dépend d'eux. Parce qu'après tout, lorsqu'on parle de la direction des États arabes du Golfe Persique, c'est différent du peuple de ces pays. L'Iran reconnaît cette différence. C'est pourquoi je ne sais pas s'ils changeront leur attitude face à ce qui se passe contre l'Iran. Au lieu de coopérer avec Israël et les États-Unis pour attaquer l'Iran, ils pourraient choisir une autre voie. Comme nous le voyons actuellement, avec Oman, dans le cas d'Oman, nous observons quelque chose de différent. Ce n'est pas comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Souvenez-vous, la Chine est intervenue et a négocié un rapprochement, mais cela s'est révélé superficiel. On ne peut pas faire confiance aux Saoudiens. Si j'étais les Iraniens, je ne ferais plus jamais confiance aux Saoudiens. Et si j'étais les Iraniens, je ne ferais plus jamais confiance aux Émirats arabes unis. S'ils ne font pas attention, si cette guerre dure encore longtemps, je pense que l'Iran va porter des coups fatals aux Émirats. Je veux dire, si vous détruisez les usines de dessalement aux Émirats, ils sont finis. Bien sûr, cela expose l'Iran. Mais bon, n'avons-nous pas bombardé une usine de dessalement iranienne l'autre jour? Ils ont riposté en frappant une usine de dessalement au Koweït. Espérons que les gens se sont réveillés et ont dit stop, parce que, vous savez, il y a des problèmes. Mais l'Iran peut résoudre ses problèmes d'eau. Les États arabes du Golfe, eux, ne le peuvent pas. C'est la réalité. Et puis on revient toujours à la question nucléaire. Je ne pense pas que ça puisse se terminer avec l'Iran possédant de l'uranium enrichi à 60%. Je ne pense pas que ça puisse se terminer ainsi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Iran ne va pas vaincre physiquement les États-Unis. L'Iran gagne en survivant. Et en ce moment, il gagne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'Iran ne vaincra pas physiquement les États-Unis. Nous n'allons pas déployer 50 000 soldats sur le terrain et donner à l'Iran l'occasion de les encercler et de créer un moment à la Dien Bien Phu, vous savez, où des Américains défileraient dans les rues de Téhéran. Ça n'arrivera tout simplement pas. Trump veut sortir de cette guerre. Je pense que le grand message en ce moment, c'est qu'il est désespéré. Tellement désespéré qu'il invente des choses. Si les Russes peuvent intervenir et négocier une fin du conflit qui réponde aux objectifs de l'Iran, à tous les objectifs de l'Iran, sans en compromettre aucun, je pense que les Russes diraient à la direction iranienne, « Si vous voulez que l'Amérique parte, vous devez renoncer aux 60% de votre uranium. » Et ensuite, tout dépendrait des Iraniens. Je veux dire, je sais que les choses ont changé. Tout d'abord, nous parlons d'un Iran qui a été bombardé. Les horreurs que nous avons infligées au peuple iranien sont stupéfiantes. De retour chez nous, nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons. Nous n'avons plus de cible, alors nous frappons désormais les infrastructures civiles. Nous bombardons des habitations, rasons des quartiers entiers, commettons des crimes de guerre inimaginables. Et ce n'est pas seulement à Téhéran, nous visons aussi d'autres centres de population. Shiraz, j'ai une peur terrible de ce que nous avons infligé à ces trésors historiques et culturels. Ispahan, encore une fois, que faisons-nous à ces lieux?
Nous, les Américains, vous savez, nous sommes sur le point de célébrer notre 250e anniversaire et nous détruisons des choses qui existent depuis des millénaires. C'est choquant. L'Iran a payé un prix énorme. Je sais que le calcul a changé et je respecte ce fait. Mais je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que même si la volonté de l'Iran d'aller jusqu'au bout pourrait lui permettre de gagner la guerre, à un certain moment, aller jusqu'au bout signifie le suicide. Cela signifie que tout le monde meurt. Cependant, à un moment donné, la direction iranienne a toujours parlé de faire ce qui est le mieux pour le peuple iranien. Et si un médiateur russe peut intervenir et négocier un excellent accord qui met fin à toutes ces absurdités, et que le seul prix que l'Iran aurait à payer serait d'abandonner l'uranium enrichi à 60%, je pense que c'est quelque chose que l'Iran devrait faire. Je leur conseillerais de le faire, car le conserver, je n'en vois tout simplement pas l'intérêt. Pour que l'Iran sorte du TNP et acquiert une capacité nucléaire militaire, il lui faudrait vaincre les États-Unis. Alors maintenant, est-ce que l'Iran a un plan? Parce que si nous avions affaire à un président rationnel, je pense que l'Iran détient les cartes. L'étranglement économique. Voyez-vous, un président rationnel se soucierait réellement du fait qu'il n'y a pas de diesel en Australie en ce moment, parce que l'Australie est un allié. Un président rationnel se soucierait du rationnement de l'essence en Corée du Sud et au Japon, parce que ce sont des alliés. Un président rationnel serait très préoccupé par ce qui arrive à l'économie européenne, parce que ce sont des alliés. Nous avons un président irrationnel qui est, vous savez, c'est un culte de la personnalité, et tout tourne autour de son ego. Il est la seule chose qui compte en ce moment. Et les Russes sont uniques dans leur capacité à comprendre cela. Poutine joue avec l'ego de Trump, vous savez, de manière magistrale. Je veux dire, quiconque en doute n'a qu'à regarder où en est la Russie en ce moment. Vous savez, ils étaient littéralement prêts, en 2027, à entreprendre des changements drastiques, un resserrement économique qui allait causer de réelles souffrances au peuple russe. À la fin de cette année, je suis désolé, Poutine a dit « Nous ne nous en inquiétons plus ». Pourquoi? Parce qu'ils viennent de gagner à la loterie. Soudain, l'argent afflue. Ils se disent « Attendez une minute, nous n'avons plus besoin de ces mesures de rigueur. Nous réglons le problème. » Et la situation économique de la Russie ne fera que s'améliorer. Pourquoi? Parce que Poutine a eu de la patience. Pour tous ceux qui disent, vous savez, tous les Gilbert doctoraux de ce monde qui répètent « ligne rouge, vous les laissez faire. Ligne rouge, ligne rouge, ligne rouge, ligne rouge. » Eh bien, Gilles, si nous avions fait ce que tu voulais, il y aurait en ce moment un état de guerre permanent entre la Russie et l'Europe. Au contraire, la Russie gagne sur toute la ligne. Il n'y a pas un seul aspect de ce conflit que la Russie ne domine pas. À tel point qu'elle a pu envoyer, vous savez quoi, 700 000 barils de pétrole à Cuba, briser le blocus américain. Parce qu'il n'y a rien que l'Amérique puisse faire. Et maintenant, parce que la Russie a fait preuve de patience et n'a réagi à aucune des escalades, l'OTAN est morte. Donald Trump se retire de l'OTAN. C'est fini. Terminé. Adieu. Souvenez-vous, je vous avais dit que Mark Rutte serait le dernier secrétaire général de l'OTAN. Mark Rutte va être le dernier secrétaire général de l'OTAN. C'était la prédiction la plus facile à faire, parce que Donald Trump est la personne la plus facile à prévoir. C'est pourquoi je vous dis que si vous n'obtenez pas un accord négocié, cet égomaniaque utilisera des armes nucléaires, parce que c'est lui qui a conçu ce plan. Rappelez-vous, c'est sous la première administration Trump que le plan d'emploi nucléaire impliquant l'Iran a été modifié afin que nous puissions utiliser les armes nucléaires de manière préventive. Et le déclencheur, c'est une arme nucléaire iranienne. Voilà le problème. Si nous avions un président rationnel, nous ne ferions pas cela.
D'abord, nous n'en serions pas là. Mais nous avons un président irrationnel. Et donc, c'est pour cela que je pense que les Russes sont les seuls à pouvoir le faire. Il n'y a actuellement aucune autre nation capable de servir de médiateur entre Israël, les États-Unis et l'Iran. La Russie entretient de bonnes relations avec les trois. Donc je garde espoir. Mais encore une fois, l'idée que les Iraniens repartent avec de l'uranium enrichi à 60% une fois tout ça terminé, je n'y crois pas. Je ne vois pas ça se produire. Je comprends ton point de vue, je comprends le sentiment et je comprends la justification pour le conserver. Mais tu sais, l'ayatollah Khomeini. Je pense, Scott, quand tu en parles, qu'est-ce que tu veux dire? La guerre Iran-Irak s'est terminée lorsque le guide suprême a déclaré « Je boirai cette coupe de poison pour mettre fin à ce conflit ». Ouais. Scott, je pense qu'en ce moment, la principale préoccupation des Iraniens n'est pas d'enrichir de l'uranium, car ils sont capables d'en produire à n'importe quel niveau. Ils ont le savoir-faire, ils ont tout. Tu sais, ils comprennent que ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement bombarder ou détruire en Iran. C'est là pour toujours. Pour toujours. Je suis d'accord avec toi. Écoutez, je l'ai déjà dit, j'étais dans votre émission. Je l'ai dit, et je le répète. Je ne m'en suis jamais détourné. L'Iran peut déjà construire une bombe nucléaire. Ils ont tout résolu. Tout ce qu'il leur manque maintenant, c'est la décision. Mais je tiens à le souligner. Witkoff a mal compris quand Araki a dit « Nous avons 450, 460, je ne sais pas, kilogrammes d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60% d'uranium. » Et Witkoff a réagi. « Vous êtes en train de nous dire que vous avez la capacité de fabriquer 10 armes nucléaires. » J'aurais giflé Witkoff sur le champ en lui disant « Ce n'est pas ce qu'ils disent, espèce d'idiot. » Tous les Américains couraient dans tous les sens à la fin juin en disant « Nous ne savons pas où c'est. Les Iraniens pourraient être en train de fabriquer une bombe. » Ce qu'Araki a dit, c'est « Nous ne construisons pas de bombe. Nous avons tout et nous sommes prêts à tout abandonner. Par conséquent, il n'y aura pas de bombe. Nous avons tout. Nous sommes prêts à tout abandonner. Pas de bombe. » Il n'y avait absolument aucune menace implicite là-dedans. C'était les Iraniens qui disaient « Nous n'en avons rien fait. Nous ne l'avons pas enrichi davantage. Nous ne l'avons pas transformé en métal. Nous n'avons rien fait. Tout est là. » Et si les Iraniens pouvaient faire cette déclaration aujourd'hui aux Russes et dire « Oui, nous ». Vous voyez, parce que si les Iraniens revenaient en disant « Eh bien, il ne nous en reste que 250 kilogrammes », les gens diraient « 3 bombes ». Ce qui, je pense, pourrait être le cas, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Espérons que l'Iran puisse dire « Non, nous avons encore tout », car cela signifie qu'ils n'ont pas militarisé. Ils n'ont pas franchi cette étape. Mais ils ont déclaré qu'en 2024 ou 2025, un haut responsable des gardiens de la révolution iranienne avait dit « Les gens, nous avons tout ce dont nous avons besoin, sauf le cœur. Nous avons l'ogive. Nous avons tout l'équipement de sécurité qui va avec. Tous ces missiles qu'ils tirent. Chacun d'entre eux contient des composants liés à un système de livraison nucléaire. Je veux dire, les Iraniens ont déjà tout testé. L'autre aspect, c'est que nous avons donné aux Iraniens tous ces missiles avancés qu'ils testent en ce moment même pendant qu'ils tirent. C'est leur système de livraison nucléaire, et il fonctionne. Les composants, par exemple, les charges utilisées pour libérer les sous-munitions et tout le reste, reposent sur le même principe que celui utilisé pour déclencher une arme nucléaire. Et tout cela est en cours de test. Les tests de vibration sont concluants. Tout est bon. Il n'y a donc littéralement rien qui empêche les Iraniens à part eux-mêmes. S'ils le voulaient, ils pourraient enrichir ce matériau jusqu'à 92%, 80%, voire 98% et le transformer en métal. Nous parlons d'un modèle de canon de base,
ce qui donne un rendement de 12 à 20 kilotonnes. Vous n'avez pas besoin de le tester. Nous attendons que les Iraniens le fassent. Nous ne l'avons jamais testé. Vous savez, la première bombe larguée sur le Japon était d'un type à canon, jamais testé. Le modèle testé à Alamogordo était une arme au plutonium, une arme à implosion. Le design à canon est la chose la plus simple au monde. Projectile, boum. Masse critique, boum. Ce n'est pas efficace. On gaspille beaucoup de potentiel, mais c'est de 12 à 20 kilotonnes. 3 de ces bombes, et Israël n'existe plus. Et l'Iran peut le faire. Et les Iraniens savent maintenant qu'elle ne sera pas abattue. Ils sont en train de la tester en ce moment. Elle ne sera pas abattue. Et ça atteindra sa cible. Donc les Iraniens sont aux commandes. S'ils le veulent, vous savez. Et c'est pour ça que je pense que la Russie doit intervenir maintenant, mettre un terme à tout ça et dire « vous ne voulez pas aller là-bas ». Écoutez, je connais les Iraniens. Leur fierté a été blessée. Vous avez été attaqués. Vous avez été poignardés. Vous avez été poignardés dans le dos. Vous avez été bombardés. Vous avez été trahis. Mon Dieu, si j'étais iranien, je hurlerais. Atomisez-les. Je le ferais. Je ne resterai pas là à essayer d'être monsieur rationalité. Je dirais non. Raye Israël de la carte. Israël mérite d'être rayé de la carte. J'ai qu'une sympathie pour l'État d'Israël. Il n'y a aucun endroit sur Terre qui mérite davantage d'être bombardé qu'Israël. Mais cela ne résout pas les problèmes. Et l'Iran ne veut pas non plus entrer dans l'histoire comme cette nation-là. Ce n'est pas l'héritage que l'Iran souhaite. Voyons donc ce que les Russes peuvent faire. Voyons si les Russes s'impliquent. Il n'y a toujours aucune garantie. Mais je pense que Donald Trump est désespéré en ce moment. Désespéré. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire ce soir. J'ai hâte de voir quel genre de... Enfin, j'adore ça. J'ai oublié quel responsable iranien, était-ce le président ou Arashi, a dit qu'il négociait avec lui-même. C'est parfait. Oui, c'était Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. C'est parfait. Il négocie avec lui-même. C'est une illusion. Les Iraniens ont été très clairs à ce sujet. Tout d'abord, il n'y a aucune négociation, même pas par intermédiaire. Le fait qu'ils répondent à un appel téléphonique des Pakistanais ne signifie pas qu'ils négocient. Mais Scott, le problème, c'est que Donald Trump ne se suit même pas lui-même d'une heure à l'autre. Comment peux-tu gérer ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour cela que les Russes doivent être les médiateurs. Il n'y a aucun moyen pour les Américains de s'asseoir avec les Iraniens. Aucun moyen. Comment les Iraniens pourraient-ils jamais faire confiance? Tu sais, pour qu'il y ait un Américain en qui les Iraniens puissent avoir confiance, l'administration Trump doit partir et une toute nouvelle administration doit arriver. Tu sais, on ne peut pas faire confiance à J.D. Vance. On disait qu'il allait être. On ne peut pas faire confiance à J.D. Vance. On ne peut pas faire confiance à Tulsi Gabbard. On ne peut faire confiance à aucun d'entre eux. Il n'y a actuellement personne à Washington, D.C. en qui l'on puisse avoir confiance pour être le médiateur. Mais il existe un minimum de confiance entre la Russie et les États-Unis. Il existe une relation entre Kirill Dmitriev et Steve Witkoff qui pourrait éventuellement être exploitée. Donc si les Russes pouvaient s'asseoir et servir de médiateurs dans cette affaire, je pense qu'un accord pourrait être conclu très rapidement. Je ne pense pas qu'Israël ait encore beaucoup de cartes en main. Je pense qu'Israël vient de se révéler comme un État-nation qui est en train d'être démantelé morceau par morceau. Je ne sais pas quelle est l'évaluation des dégâts de la bataille d'hier soir. Je sais en revanche que l'affirmation israélienne selon laquelle les Iraniens n'avaient plus que 27 lanceurs a été spectaculairement démentie. Donc, on verra bien. Mais c'est tellement frustrant. Je ne voulais pas faire ton émission aujourd'hui parce que je savais que j'allais perdre mon calme. Pas contre toi,
mais à cause de la situation. Je suis tellement frustré par toute cette histoire. Cela me met en colère. Être américain et voir son gouvernement se comporter de cette façon, c'est quelque chose de fondamentalement anti-américain. Écoutez, je sais que l'Amérique est arrogante. Je sais que nous avons été arrogants depuis longtemps. Bon sang, les gars. Toutes ces personnes qui disent que nous sommes arrogants. Et alors? Nous sommes la superpuissance. Les superpuissances sont arrogantes. On est censé équilibrer cette arrogance avec, vous savez, une réflexion responsable, une appréciation de l'humanité, l'effort de faire ce qui est juste. Vous savez, un cadre juridique, imparfaitement appliqué certes, mais au moins il existe. Ce président a tout jeté par la fenêtre. Nous sommes dans le Far West. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne image pour nous à l'étranger. Ce n'est pas une bonne image pour nous chez nous. La République constitutionnelle est morte. Et je suis donc très frustré. En fait, Lavrov a commenté, Scott. Lavrov en a parlé. Voici ce qu'il a dit à droit international. Le président Trump a déclaré qu'il ne s'intéressait pas au droit international. Il a sa propre morale et sa propre conception du bien et du mal. Certains aspects de la vie internationale rappellent des temps très anciens, lorsque les dirigeants de certains pays étaient enlevés en plein jour et que des quartiers entiers étaient anéantis, avec une cruauté biblique. Lorsque des hôpitaux pour enfants étaient pris pour cible et que des centaines d'enfants mouraient en un instant. Des centrales nucléaires sont bombardées. Des installations censées être défendues et protégées par le droit international, tout comme d'autres sites. Et dans cette situation, il semble que personne, à part nous et nos alliés, ne se soucie du droit international. Oui, cela montre littéralement que Donald Trump se moque du droit international. Il frappe simplement. Et c'est la position officielle de la Russie quand on l'entend de la bouche de Lavrov. Non, ce n'est pas un négociateur comme Kirill Dmitriev. C'est quelqu'un qui élabore ses politiques. C'est lui, l'homme de la situation. Peskov est sorti en disant que c'est le Far West. C'est la loi du plus fort, et la Russie va devoir s'y adapter. Parce que lorsqu'il y a un acteur incontrôlable, tous ceux qui respectent la loi se retrouvent désavantagés. Et c'est pour cela que la situation dans laquelle nous nous trouvons est très dangereuse. C'est aussi pour cela que je suis tellement frustré. Donc, encore une fois, je m'excuse d'avance pour ce dérapage. J'ai été tenté de t'appeler avant l'émission pour te dire que je n'étais tout simplement pas d'humeur. Mon esprit n'est pas assez clair sur tout ça, parce qu'il y a énormément de colère et de frustration en ce moment, à propos de tout. Il n'y a rien de bon qui sorte de quoi que ce soit concernant mon pays en ce moment. Rien de bon. Absolument rien de bon. Ce ne sont que de mauvaises nouvelles. Nous échouons partout. Il n'y a pas la moindre lueur d'espoir. Aucune lumière au disque tunnel. Nous faisons face à un abîme sombre, et tant d'Américains ont simplement adhéré à toute cette propagande MAGA. Les médias traditionnels sont complètement vendus, il n'y a plus de pensée rationnelle chez eux. Et puis tu sais, les plateformes de médias indépendants, enfin, X est devenu une plateforme horrible. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est un flot ininterrompu de trucs pro-israéliens, pro-Trump. C'est accablant. Je veux dire, je suis reconnaissant qu'il ne m'ait pas banni. Mais tu sais, ce n'est pas... Ils disent que c'est le premier endroit au monde pour s'informer. Mais c'est difficile d'y trouver des nouvelles, parce qu'il faut traverser tellement de déchets et de bruit, tu vois. Et donc je me suis dit, j'ai promis à Nima d'être là à 11h. J'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais je suis là. Donc c'est comme ça. Au fait, lorsque nous regardons la réalité de ce qui se passe en ce moment, l'un des points clés est le détroit d'Ormuz. L'Iran va garder le contrôle du détroit d'Ormuz.
ils ne vont pas y renoncer. Et l'autre question est, comment voyez-vous cela apporter une certaine forme de rationalité? Vous avez mentionné les problèmes auxquels ces pays de la région sont confrontés en matière de sécurité. Je parle de tous ces pays ensemble. Comment voyez-vous cette nouvelle situation entrer en jeu en ce qui concerne la sécurité de la région? Eh bien, tout d'abord, l'Iran doit l'emporter. Mais je pense que l'Iran a clairement indiqué qu'il serait seul à contrôler l'interrupteur marche-arrêt du détroit d'Ormuz, ce qui signifie qu'il ne tolérera pas que les États arabes du Golfe jouent à des jeux. Ainsi, à l'avenir, si le Koweït veut jouer, les navires koweïtiens ne seront pas autorisés à passer. Vers 1987, les Iraniens et les Irakiens se frappaient mutuellement leurs îles, leurs installations pétrolières et tout le reste. Les États-Unis ont alors réimmatriculé tout un tas de navires sous pavillon américain et les ont fait passer par le détroit d'Ormuz. Et l'Iran n'a rien fait. Enfin, ils ont essayé de riposter, mais nous avons coulé leur marine et ils n'avaient plus d'autres options. Mais l'Iran a tiré des leçons de cela. Ils ont appris de cette expérience. Et nous, non. Nous continuons d'une certaine manière à croire que faire simplement naviguer un destroyer dans le détroit d'Ormuz suffirait à le sécuriser, que c'est tout ce qu'il faut. Mais l'Iran a en réalité mis en place une capacité intégrée d'interdiction du détroit qu'il est impossible de vaincre. À moins de littéralement déployer 250 000 soldats sur le terrain. C'est le nombre minimum nécessaire pour débarquer, disons, à Chabahar, puis remonter la côte et nettoyer le littoral iranien autour du détroit de toutes ses capacités. Mais même dans ce cas, ce serait problématique. Le terrain est accidenté et les Iraniens ne sont pas enclins à se rendre. Donc c'est une affaire très importante pour l'Iran. Cela change définitivement la donne, car cela donne à l'Iran la capacité de dicter les résultats et d'exercer une influence, ce qui signifie que désormais, lors des négociations, on ne peut plus jouer au jeu du bluffons l'Iran. Vous savez, fais ceci, ou sinon nous ferons cela. Les Iraniens répondent, nous allons simplement appuyer sur le bouton d'arrêt. Et nous savons ce que cela veut dire. Cela donne à l'Iran un levier sur l'Europe et sur tout le monde également. Donc si l'Iran peut conserver cela, et je pense qu'il le fera, je crois que ce sera l'une des conditions préalables. Et les Iraniens diront, oui, il suffit de payer un prix, un péage. Si vous payez le péage, vous passez. Si vous ne payez pas, vous ne passez pas. C'est aussi simple que cela. Et vous savez, il ne s'agit pas de générer des revenus. Il s'agit de contrôle. Il s'agit du levier que procure le contrôle. Et je pense que c'est une affaire importante et que ce sera une pilule très difficile à avaler pour le président. C'est pour cela que vous entendez le président dire « On est passé de « nous devons forcer le détroit d'Ormuz » à « nous ne nous soucions pas du détroit d'Ormuz », puis de nouveau à « nous devons forcer le détroit d'Ormuz ». Parce que vous savez, il sait, avant tout, que le détroit d'Ormuz pour les États-Unis n'est pas crucial. Nous n'en avons pas besoin pour survivre. Mais l'économie mondiale, elle, en dépend. Cela influence les prix mondiaux de l'énergie. Mais le président ne peut pas donner l'impression d'être faible sur ce point. Donc vous voyez, c'est l'un de ces points essentiels pour les Iraniens qui montrent qu'ils ne sont pas faibles. Regardez, s'ils étaient aussi battus que le disait le PDKSS, ils ne contrôleraient pas le détroit d'Ormuz. C'est aussi simple que ça. Et la nuit dernière, c'était la vague 89. Je veux dire une centaine de gros missiles tirés. Plutôt impressionnant. Non, écoute, Scott, la plupart des Israéliens vivent dans des bunkers. Regarde l'Iran, personne ne vit dans un bunker. Ils savent qu'ils se font bombarder par des avions de chasse, mais ils ne se cachent pas. C'est la réalité de deux pays différents. L'autre chose aussi, c'est que plus cette guerre dure,
plus il sera difficile pour les États-Unis et Israël de la soutenir. Vous savez, le chasseur F-35 n'a pas été conçu pour ce type d'opération de combat prolongé. À un moment donné, ils devront le mettre en maintenance. Et puis, l'autre problème, c'est que vous épuisez toutes les munitions de précision, les munitions à distance, pour larguer des bombes. À l'avenir, il faudra utiliser des bombes guidées par laser ou par satellite. Mais cela signifie qu'il faudra se rapprocher de la cible. Et ce que nous voyons, c'est que les Iraniens mettent tout un tas d'équipements sous terre, y compris la moitié de leur force aérienne. Donc vous voyez, à un certain moment, la nature de cette guerre va changer. Ils vont continuer à dégrader les autres trois. Les gens doivent comprendre que si vous faites exploser un AWACS, eh bien, l'AWACS est ce qui nous permet de dominer le ciel, car il nous donne une conscience situationnelle totale, des communications, boum, boum, boum. Je pense que les Iraniens ont encore plusieurs tours dans leur manche qu'ils n'ont pas encore utilisées, y compris des armes anti-satellites. Ce qui signifie que les Iraniens pourraient aveugler les États-Unis. Et le moment venu, si nécessaire, ils le feront. Je ne pense pas que l'Iran ait fini de dévoiler ses capacités. Que font les États-Unis? Nous mobilisons le 3e porte-avions. Encore une fois, si nous étions sérieux à propos de cette guerre, nous aurions 3 porte-avions en position. Au début, en réalité, il y en avait 7, parce que c'est avec cela que nous sommes entrés dans la guerre du Golfe. Mais nous ne prenons pas cette guerre au sérieux. C'est une guerre inventée, et nous ne pouvons pas nous la permettre. Elle détruit notre économie et le budget du Pentagone. Les conséquences de tout cela, nous épuisons nos ressources au point que si nous voulions un jour défendre Taïwan contre la Chine, nous n'en aurions plus la capacité. C'est fini. Si nous nous retirons d'Europe et que les Ukrainiens refont une de leurs manœuvres absurdes avec les États baltes, disons que nous quittons l'OTAN et que les Ukrainiens lancent une attaque de drones, les États baltes seront repris par la Russie. Personne ne pourra rien y faire. Je me souviens de tous ces partisans de la puissance aérienne. Ah, nous interviendrons avec la force aérienne. Nous allons frapper les Russes comme ils ne l'ont jamais été auparavant. Et moi je me dis, vraiment, mais maintenant, vous frappez les Iraniens. Ils n'avaient rien de comparable à ce que possèdent les Russes, et pourtant ils sont en quelque sorte en train de gagner. Et maintenant, vous me dites que cette force aérienne de l'OTAN n'a plus d'armes à distance? Aucune. Parce qu'en réalité, c'était les Américains qui assuraient les livraisons. Les Allemands ont le Taurus. Le Taurus ne tiendra pas après le 3e jour d'attaque de drones russes contre l'Allemagne, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de défense aérienne en Allemagne. Aucune. Donc les drones voleront simplement où ils veulent, frappant ce qu'ils veulent. C'est toute l'Europe, en ce moment. Les Russes construisent 1000 drones par jour dans leur usine près de Kazan. Ils en utilisent 2, 3, 400 par jour contre l'Ukraine. Où vont les autres drones? Oh, ils sont stockés. Alors, quand le moment viendra, la Russie sera capable d'inonder le ciel de l'Europe avec ses drones. Il n'existe absolument aucune défense aérienne contre eux. Et ce sera la fin de l'Europe. Littéralement, la Russie n'aura même pas besoin d'intervenir. Elle fera le reste pour l'effet de choc et de terreur, mais elle n'en aura pas besoin. Les drones arriveront simplement et s'occuperont de tout. Ainsi, les États-Unis se sont paralysés eux-mêmes. Littéralement, nous nous sommes paralysés. Et notre industrie de défense ne peut pas rattraper son retard. Je veux dire, Donald Trump peut organiser toutes les réunions qu'il veut, mais la réalité reste la réalité. Qui finance les usines? Le Congrès a-t-il alloué cet argent? Vous savez, on construit les usines. Mais combien de temps faut-il pour les construire? Je veux dire, on peut accorder beaucoup de dérogations. Mais au bout du compte, il faut quand même faire des études de terrain et des tests sur les risques environnementaux. Sinon, on s'expose à des poursuites à long terme.
Ces tests prennent parfois des mois, voire des années, si on ne les a pas déjà effectués. On construit l'usine, on embauche le personnel. Mais pour faire cela, il faut des contrats qui justifient les dépenses. Le Congrès a-t-il dit « Nous allons acheter cela ». En est-on là? Nous ne nous remettrons jamais de cette situation. C'est la triste vérité. En fait, c'est peut-être une bonne vérité. En réalité, c'est une bonne vérité. La bonne nouvelle, c'est que l'Amérique ne se remettra jamais de cela sur le plan militaire et qu'il faudra réduire la voilure, ce qui explique pourquoi le retrait de Trump du Moyen-Orient est une possibilité réaliste, car je pense qu'en ce moment, il est désespéré de quitter le Moyen-Orient. Il a toujours voulu se retirer du Moyen-Orient, mais il ne pouvait pas le faire tant que la question israélo-iranienne n'était pas résolue. Et maintenant, il y a une possibilité de résolution. Alors, nous pourrons quitter le Moyen-Orient. Parce que ce que Trump veut, c'est une Amérique forteresse. Il veut sécuriser le Pacifique occidental, l'hémisphère occidental, puis projeter la puissance dans le Pacifique. Mais l'aspect clé de la stratégie de sécurité nationale, version 2025, était d'obtenir une supériorité militaire sur les Chinois. Comment peut-on avoir une supériorité militaire si l'on ne peut pas se défendre soi-même? Comment peut-on avoir une supériorité militaire si toutes ces armes de frappe à longue portée ont été détruites? Vous êtes à bout. Tu n'as plus rien. Je veux dire, c'est l'inverse maintenant. Nous avons garanti la suprématie militaire chinoise dans le Pacifique. Voilà. Nous ne nous remettrons jamais de cela. Nous allons sortir de l'OTAN parce que nous ne pouvons pas y rester. Nous n'avons plus assez de puissance militaire pour nous projeter au sein de l'OTAN. Donc je pense que ce conflit avec l'Iran restera dans l'histoire comme l'un des plus transformateurs jamais vus. Car la victoire iranienne, et je crois vraiment que l'Iran va gagner cette guerre, entraînera le retrait des États-Unis, non seulement du Moyen-Orient, mais aussi d'Europe et du Pacifique. L'Iran est en train de vaincre l'Amérique à l'échelle mondiale. C'est quelque chose d'énorme. C'est un événement majeur. Scott, l'autre problème, c'est que nous savons que Netanyahou voulait cette guerre depuis longtemps. Il voulait s'en prendre à l'Iran, et il a dit c'est la tête de la pieuvre. La principale raison à cela, c'est qu'il considère l'axe de la résistance comme une pieuvre, et que l'Iran en est la tête. Il faut détruire l'Iran, puis tout l'axe de la résistance disparaîtra de la scène. Cela ne s'est pas produit en ce qui concerne le Liban. Le Liban riposte avec acharnement. Ne t'avais-je pas dit ça? J'ai dit que le Liban était en mode pause, qu'après la perte de Nasrallah, ils avaient dû se tourner vers les questions intérieures. Donc le Hezbollah est passé à l'arrière-plan, mais il n'avait pas été vaincu, et le Hezbollah ne s'est jamais retiré du sud. Ils ont fait quelques retraits politiques, mais ils ont toujours eu la capacité de revenir, et leurs capacités en missiles n'ont jamais été complètement réduites. Et maintenant, grâce à la stupidité américaine, le gouvernement libanais s'est révélé n'être rien d'autre qu'un agent d'Israël. L'armée libanaise est aussi impuissante que possible. Je veux dire, elle est incapable de combattre ou de défendre le Liban. La seule force capable de défendre le Liban, c'est le Hezbollah. Et aujourd'hui, ils infligent une sévère défaite à Israël. Les forces terrestres israéliennes ne sont que des hommes. C'est l'un de ces grands moments de réveil. Vous vous souvenez comment, en 1967, la suprématie des forces terrestres israéliennes s'était imposée face à toutes les armées arabes, à l'exception peut-être des Jordaniens, qui s'étaient bien battus mais n'étaient pas assez nombreux. Le Hezbollah prouve qu'une armée arabe peut vaincre les Israéliens dans un affrontement direct. C'en est fini d'Israël. C'est terminé. Ils ont perdu cette guerre. Ils mobilisent des réservistes, mais les réservistes ne veulent pas se battre. Et qui sont les réservistes israéliens?
Ce ne sont pas, vous savez, des garçons qu'on aurait gardés dans un sous-sol avec un banc de musculation, à qui on jetterait de la viande crue de temps en temps et qui resteraient là à grogner, prêts à bondir. Vous savez, ils ne sortent pas du sous-sol comme les dragons de Daenerys dans Game of Thrones quand ils sont sortis pour brûler les navires. Non, c'est pas ça. Ce sont une bande de petits garçons efféminés, des soy boys, qui veulent rester dans des bureaux climatisés à faire du développement technologique. C'est ça la grande spécialité israélienne. Je suis développeur tech. Et ensuite, ils portent des vêtements beaucoup trop serrés et se pavanent. Et maintenant, on leur dit qu'ils doivent faire leur service militaire. Et ils répondent, eh bien non. Je veux être dans un bureau climatisé à faire du développement technologique. Non, tu dois aller dans le sud du Liban. Tu veux dire que je dois aller combattre le Hezbollah? Oui. Personne ne veut combattre le Hezbollah. Tu peux avoir leurs forces spéciales qui veulent le faire, mais l'armée israélienne classique, elle, ne veut pas. Ils sont terrifiés. La 7e brigade blindée, c'est l'équivalent de 2 bataillons qui combattent le Hezbollah. C'est leur brigade blindée d'élite, la 7e. Ce sont les meilleurs, et ils se font écraser par les forces de Ragwan. Le Liban, le Hezbollah contrôle le sud du Liban. À un moment donné, tu sais, le Hezbollah se prépare à une contre-attaque en Galilée. Voyons ce qui se passera quand cela arrivera. Comment Israël réagira lorsque soudainement Kiryat Shmona ne sera plus israélienne, mais que le drapeau du Hezbollah y sera hissé. Ansarallah est maintenant en train d'entrer. Ils peuvent fermer le Bab el-Mandeb. Oh mince, j'étais presque parfait. Oui, le détroit de Bab el-Mandeb, en un clin d'œil. Mais plus encore, ils peuvent vaincre l'armée saoudienne dans un affrontement direct. Je veux dire, nous en sommes à un point où la préparation militaire saoudienne est inexistante. Et si les Yéménites le voulaient, ils pourraient reprendre, enfin je dis reprendre, parce que le sud de l'Arabie saoudite appartenait autrefois au Yémen, volé par les Saoudiens. Le Yémen pourrait y entrer et le reprendre, et cela pourrait bien être le résultat de tout cela. Et toute la région regorge de pétrole. D'accord. Eh bien, dans les provinces orientales, on peut pousser les chiites à se soulever et à devenir très perturbateurs. Je pense qu'encore une fois, l'Iran est dans une position où il ne va pas seulement contraindre les États-Unis à quitter le Moyen-Orient, à abandonner l'OTAN et à se retirer du Pacifique, mais nous pourrions assister à la fin de la famille Al Saoud en Arabie saoudite, ce qui serait magnifique, merveilleux, parfait. Nous pourrions voir la fin des Émirats corrompus, la fin des Koweïtiens corrompus, la fin des Bahreïnis corrompus. Vous savez, même le Qatar pourrait ne pas survivre à cela. Oman, je pense, s'en sort un peu mieux. Mais cela pourrait être une transformation pour la région. L'ironie, je veux dire, on pourrait continuer sur cette lancée, c'est que le Koweït deviendrait la 14e province de l'Irak une fois tout cela terminé. Parce que si tu fais fuir les émirs koweïtiens corrompus, les Irakiens, tu sais, ce sera Saddam Hussein qui fera cela. Ce seront les chiites d'Irak qui diront « Allez, rentrez à la maison, bébé ». Et il ne pourrait pas y avoir de meilleurs résultats à cette guerre. Je veux dire, un Israël affaibli, un Israël réprimandé, un Israël qui n'est plus capable de projeter, tu sais, son agression brutale, comme il le fait. C'est le meilleur résultat, juste après le départ des États-Unis de la région. Mais le troisième résultat serait de faire le ménage dans les États arabes du Golfe. Faire le ménage. Et ce serait formidable, parce que ces familles corrompues n'ont rien apporté de bon à la région. C'est faux. Tout ce qu'elles font est faux. Dubaï était faux, toujours artificiel. Tu es déjà allé à Dubaï? Moi, j'y suis allé. C'est artificiel. C'est juste un endroit factice, 100% faux.
Et je veux dire, c'est amusant, tu vois, mais ça a été construit sur le dos de l'argent du pétrole, puis du capital occidental, venu créer cette perception d'un centre financier. Artificiel. Maintenant, c'est fini. Ils ne s'en remettront pas. Et je pense qu'il n'y aurait pas de meilleur dénouement que de voir tous ces États arabes du Golfe s'effondrer et les peuples de la région élire leurs dirigeants. Plus de noblesse, plus de rois, plus de cheikhs, plus d'émirs. Il est temps d'avoir des présidents et des premiers ministres. C'est comme ça qu'on transforme le Moyen-Orient. Parce que maintenant, cet argent, l'argent qui va être extrait du sol, tu sais combien de cet argent finit dans les poches de ces princes saoudiens pour qu'ils puissent se payer tout ça, leur mode de vie luxueux? Je veux dire, ils dépouillent littéralement le peuple. Il est temps que l'argent du pétrole aille à un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, afin de s'occuper de lui. Et nous avons besoin que les États-Unis se tirent de là-bas. Imagine l'Irak sans l'implication américaine. Mon Dieu, l'Irak pourrait encore réaliser tellement de potentiel. Et c'est la même chose pour l'Iran. Je veux dire, je n'arrive même pas à imaginer à quoi ressemblerait l'Iran dans un environnement sans sanctions, sans avoir à se soucier des bases américaines à gauche et à droite, vivant en paix avec ses voisins. Ce serait un paradis. Je veux dire, quel beau pays à la base. Tu imagines si l'Iran avait pu prendre cet argent? Franchement, quelle hypocrisie de la part de Marco Rubio. Si les Iraniens n'étaient pas aussi occupés à construire des missiles, ils pourraient investir dans leur population. Hey, Marco, viens à Albany et regarde un peu ces fichus nids de poules, mon pote. Viens jeter un œil à l'infrastructure. Les ponts sont sur le point de s'effondrer. Peut-être que si on ne dépensait pas des milliers de milliards de dollars à acheter des armes pour mener des guerres d'agression illégales, on aurait aussi un meilleur pays, Marco. Quelle hypocrisie de la part de la direction américaine. Je veux dire, la somme d'argent qu'on dépense à faire la guerre, 200 milliards de dollars, c'est ce qu'on demande pour financer ce conflit. C'est fou, ouais. Merci Scott d'être avec nous. Très bien. Un grand plaisir, comme toujours. Tout ce que nous faisons en tant que deux amis, c'est parler ensemble, discuter de choses. Mais après tout, l'amitié. C'est pour ça que je suis venu dans l'émission, parce qu'il s'agit d'amitié et qu'il s'agit d'avoir une conversation. Je veux simplement que ton public sache que je n'ai pas été irrespectueux envers toi tout à l'heure. Je suis juste tellement en colère et frustré en ce moment que je ne sais même plus quoi faire. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas venir dans cette émission parce que je savais. Ma femme n'arrête pas de me dire que je dois apprendre à être de ces gens calmes qui restent assis et disent « Oh oui, toujours calme ». Ce n'est tout simplement pas moi. Je porte mon cœur sur la main et je ne suis pas programmé pour être ce genre de personne. Même si, probablement, nous aurions une conversation plus intellectuellement solide si je l'étais. Mais je savais que ça allait déraper, et c'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Ça a dérapé, mais je pense que tu as bien réussi à reprendre le contrôle, et c'était un honneur et un privilège d'être dans l'émission avec toi. Oui, toujours un plaisir, Scott. D'accord. Pas un bugatti. Au revoir. Merci de votre attention.